On vit dans une sorte de contradiction bizarre où les gens n'ont jamais été aussi pauvres et riches à la fois. C'est-à-dire qu'on vit dans une sorte de bien-être social incroyable et en même temps dans une situation où les gens sont dans un appauvrissement très fort. Nouveau récit. On a donné tellement d'importance au capital qu'aujourd'hui on se retrouve dans une société où les métiers les plus utiles à la société sont ceux qui sont les moins bien payés et vice-versa. Ce dont je suis assez convaincu, c'est que les entreprises sont les mieux placées pour faire bouger à moyen terme, court terme. Et donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de les aider à se transformer. Quand il y a des problématiques systémiques comme on le vit aujourd'hui, il faut recentrer sur les liens, la communauté, les gens proches, recréer du lien. Recréer des récits pour coller avec ton podcast, mais c'est la réalité. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Bonjour Grégory Pouy. Bonjour Fouad, comment ça va ? Ça va ? Tu m'entends sans délai ? Je t'entends avec un délai. Surtout, je m'entends avec un délai. Ah, tu t'entends avec un délai, là, c'est problématique. Ouais. Parce que on enregistre à distance et Oui. Tu es au Portugal. Totalement. Donc, ta vidéo... D'où la luminosité. Ouais, de la luminosité. C'est vrai que moi, je suis en sous-sol. Et toi, t'as vu sur la mer, je suis persuadé. Hein. Non, quand même pas. J'ai vu sur un immeuble. Mais je suis face à une fenêtre. Ouais, écoute, moi, je suis Fouad Souak. J'anime Nouveau Récit, qui est un podcast qui s'intéresse beaucoup à la manière dont on raconte le monde qui change par celles et ceux qui essaient de le transformer. Et bon, essayer de le transformer en bien. Et si j'ai voulu t'inviter, toi qui es quand même un grand habitué des podcasts, je pense que sur les ondes, hein, on doit compter tes interventions assez nombreuses, mais tu es surtout l'animateur et le producteur de 2 podcasts, Vlan et Ping. Et j'aimerais que tu commences par te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent de la façon dont tu as envie. Mais j'aimerais que tu approfondisses dès le départ ce sujet que tu développes dans tes podcasts et notamment chez Ping. Il y a plein de manières de se présenter. C'est toujours un peu gênant cette question parce que ça dépend du contexte. Alors c'est vrai que d'ordinaire, je demande une approche liée à l'enfance, mais D'accord. c'est toi qui décides. Ok. Non, mais l'enfance, c'est possible aussi. Donc, je suis un être humain. Jusque-là, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Je suis français, parisien, de la banlieue parisienne, d'une cité qui était dans le nord-ouest de Paris. Et je viens d'une famille plutôt très modeste. J'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens sur mon parcours qui m'ont permis de devenir un transclasse. Voilà. Et comme mon père faisait du commerce, moi je me suis intéressé au marketing. Et donc j'ai fait une prépa, une école de commerce, et j'ai fait du marketing pendant une grosse partie de ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, je fais 2 choses. J'essaye d'aider les gens à être plus sereins dans la transformation de la société. Et j'essaye de aider des business leaders à se transformer pour faire en sorte que la transformation qui est devant nous soit la plus smooth possible. Donc tu te définis pas tout à fait comme un podcasteur. Tu te définis d'ailleurs dans tes titres comme un... Pour moi, le podcast, c'est une partie de ce que je fais. D'accord, ok, très bien. Tu aides les organisations et les dirigeants à aller vers un modèle de transformation. Oui. C'est une réponse fermée. Non, mais oui, bien sûr. Pour moi, en fait, j'ai écrit un bouquin où je me pose la question de savoir comment on va changer sans rien sacrifier, et où je suis allé voir C'est possible, ça ? des gens de la société civile, des politiques et des entreprises. Et en fait, ce dont je suis assez convaincu, c'est que les entreprises sont les mieux placées pour faire bouger à moyen terme. Donc en fait, ou court terme. Et donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de les aider à se transformer. D'accord, ok. Tu considères que sur le long terme, on va plutôt reposer sur la décision des politiques publiques et à court et à moyen terme, plutôt sur les entreprises? Franchement, à long terme, je sais pas, mais peut-être au cas des deux d'ailleurs. À moyen terme, je sais que ça viendra pas du politique. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'ils sont pieds et mains liés avec l'économie. Parce qu'en fait, notre société aujourd'hui, tu parlais de récit, la seule valeur qui nous reste, quasiment,
c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent décide de tout. Et en l'occurrence, l'argent finance les campagnes électorales. Et donc, les politiques sont complètement bloqués avec la thune. Ouais. Et donc, ils vont jamais vraiment dans le sens inverse. On va revenir, parce que tu as évoqué des sujets déjà assez intéressants. On a parlé de l'enfance, tu as parlé de ta vie en banlieue, tu as parlé de ce que tu étais là, et tu as évoqué un mot quand même relativement important, parce que il est peut-être d'ailleurs moteur dans tes envies de changement et de transformation, c'est celui de transclasse. Tu peux m'expliquer et expliquer à celles et ceux qui nous écoutent ce que signifie être transclasse? Être transclasse, c'est certainement pas un modèle. Moi, je détesterais qu'on s'appuie sur une personne comme moi pour dire, regardez, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un ensemble de chances, de rencontres qui font que j'ai réussi à le faire. Mais c'est certainement pas le modèle d'intégration républicain qui fait que ça marche. Je pense que ça marche plus du tout. Voilà. Et après, de manière plus spécifique, un transclasse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui part d'une classe sociale et qui en monte plusieurs pour arriver à un endroit qui est d'une classe sociale entre guillemets supérieure. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu es fils ou fille d'ouvrier et tu as atteint une classe supérieure de type 4, CSP+, médecin, cadre dirigeant. Voilà. Donc effectivement, tu as un gap relativement important. Et quelles sont les limites à être transclasse? Parce que j'ai l'impression que tu évoques cela comme une difficulté à traverser les classes et à s'élever socialement. Je pense qu'il y a une grosse partie de ta vie, moi, il y a une grosse partie de ma vie que j'ai dépensée à essayer d'appartenir dans ces nouvelles classes sociales, parce qu'en fait, j'avais aucun code. Donc déjà, il y a une difficulté concrète à y arriver, c'est-à-dire qu'en fait, t'as quand même beaucoup de gens qui te mettent des bâtons dans les roues, tu n'appartiens pas, t'as pas les codes. Et ensuite, une fois que tu y arrives, t'essayes d'appartenir. Et donc ça c'est difficile. Mais après, non, il n'y a pas vraiment de problème à être transclasse. Je pense que c'est même un avantage parce que ça te permet d'avoir une capacité à regarder là d'où tu viens. Donc, tu connais cette réalité et en même temps, là où tu es, et donc tu connais cette autre réalité. Et tout l'enjeu, c'est de pas perdre de là d'où tu viens. Ouais. C'est marrant, c'est un truc qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans les films. Moi, je sais d'où je viens. Jennifer Lopez. Ouais. Ouais. Ou Tapi. Jennifer the Block. Et alors, est-ce que c'est une force parce qu'on se dit qu'on a traversé tellement d'épreuves, tu l'as évoqué, des bâtons dans les roues, mais d'ailleurs, tu sais que scientifiquement, j'ai plus la référence, tu sais, c'est les deux sociologues qui travaillent sur les ultra-riches. Une femme et un homme, leur nom m'échappe, mais je vais retrouver ça. Ah, tu veux dire... Attends, ultra riche? Ouais, sur les ultra riches. Non, mais sur les deux, parce que quand on parle d'ultra riche, on en vient forcément à parler. Tu parles de Piketty et de sa femme? Non, pas du tout. On va retrouver ça. J'ai oublié le nom de ça, c'est fort. Ça ouais, mais c'est assez évident. Et ils disent ils sont économistes en plus. Enfin. La principale difficulté à s'élever socialement ne vient pas de son entourage, enfin vient de son entourage, excuse-moi. C'est que vient des parents. Les parents sont très souvent le premier frein à l'élévation sociale, à la réussite. Et ça a été prouvé scientifiquement. Je retrouverai. C'est quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Peut-être que dans ton entourage familial et dans ta cellule familiale, tu as plutôt été encouragé à aller au-delà. Je sais pas ce qu'ils disent précisément, je connais pas l'étude, donc je peux pas en parler. Je sais pas. Mais non, mes parents m'ont pas bloqué. Je pense que mes parents ont du mal à comprendre. Enfin, mon père est décédé, mais ont eu du mal à comprendre l'élévation sociale et encore plus mes grands-parents de deux côtés. Mais je pense pas qu'ils m'aient bloqué. Je pense que ils ont des peurs qui m'appartiennent plus. Voilà, c'est plus ça. Mais non, je crois qu'ils étaient ils sont très contents pour moi, en fait. Enfin, ma mère est très contente pour moi. D'accord, je suis très heureux. Après, elle se rend pas nécessairement compte, tu vois, c'est pas... De ce que ça représente? Non, de l'endroit où je suis arrivé, je pense. Ouais. La sociologue dont je parle, c'est Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui parlent des guerres de classe, des mépris de classe.
Je t'invite du coup à regarder leurs publications. Ouais, ils sont directeurs de recherche au CNRS. Tu m'enverras un lien, parce que là, je vais pas chercher maintenant. Mais... Non, je t'enverrai le lien, je t'enverrai les ouvrages à Lisbonne. C'est un truc, moi, qui, évidemment, en fait, me concerne aussi très directement. Et ce podcast aussi, Nouveau Récit, c'est un moyen un petit peu de me livrer, pas d'exposer ce que je vis ou ce que je ressens, mais aussi de le comparer et puis de dialoguer et de discuter avec mes invités. Et tu vois, mon père était ouvrier, je l'ai perdu quand j'étais très jeune. Ma mère ne travaillait pas, elle faisait des petits ménages. Et il a fallu en fait qu'elle élève 4 enfants, toute seule, quand on a perdu notre père. Et sa seule obsession, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse à peu près s'en sortir pour payer ses factures, ne pas avoir de problème, assurer le quotidien et ne pas se lancer dans des difficultés insurmontables telles que sûrement elle pouvait le percevoir en se disant « Non mais écoute, sécurise-toi d'abord, vis ta petite vie » parce que nous, en fait, on y est arrivé de manière simple et probablement heureuse d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, mon bonheur, il était ailleurs. Le bonheur, il était dans même pas une élévation sociale, mais plutôt intellectuelle. Et de sorte, quand on s'élève intellectuellement, je pense qu'on peut avancer socialement. Mais se battre contre sa famille, d'une certaine manière, c'est aussi perdre beaucoup d'énergie. Moi, j'entends ce que tu dis, parce que ma mère, elle a cette même inquiétude. Moi, j'ai peut-être un truc que tu as vécu aussi en étant métisse, c'est de faire très attention à ce que je dis, à ce que je fais, etc. Pour qu'est-ce qu'on va penser des Noirs. Ma mère, elle aurait préféré que je sois pas entrepreneur, que j'ai un job avec un salaire, ça la rassurerait. Tu vois, elle me pose quand même régulièrement la question de comment ça va, mais t'es sûr, mais t'as du travail, comment va le travail. Je pense que ça rassurait aussi ma femme, tous les jours, tu vois. Ouais, et comment tu la rassures? Voilà. Je lui dis ça va, tu vois. Ouais. Même quand ça va pas. Même quand ça va pas. Ouais. C'est dans le loup de Wall Street. À un moment, il y a un passage où un vieux banquier dit à un jeune banquier, ce dernier lui demande si ça va, il dit quand ça va, et quand ça va pas, ça va quand même. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'économie? Est-ce que la société dans laquelle et l'économie dans laquelle on vit, qui est perpétuellement en crise et que tu étudies régulièrement, est-ce que c'est pas une société où on se dit ça, un peu comme dans la haine, jusqu'ici tout va bien, et on recule à chaque fois le moment où on s'éclate contre le sol. Enfin, si tu le prends comme ça, oui. Je pense que je suis pas un économiste. Je pourrais pas dire que quand l'économie va mal, ça va quand même. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une sorte de système dans lequel plus personne ne comprend vraiment le système économique, le système financier en tout cas. On essaie de faire en sorte que ça tienne le coup. Et je pense que 2008 a beaucoup remué et on s'est fait peur. Et là, on a mis je pense que les États ont mis en place des garde-fous pour faire en sorte que ça tienne. Et je pense que le système économique, effectivement, il est en crise en permanence. Il ne fonctionne plus. En tout cas, le système social fonctionne plus. Le système économique, en vrai, il fonctionne pour les gens qui sont tout en haut. Je veux dire, pour ceux qui sont décideurs et qui bénéficient de ce système, ils sont pas nombreux, mais voilà, ils en bénéficient beaucoup. Et ils ont pas envie que ça change. Pour eux, ça marche très bien. Tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle Winner Takes All. Ouais. Je pourrais plus te dire le prénom de la personne, c'est Anand, mais son nom, c'est un Indien. Et ce nom est beaucoup trop complexe pour que je m'en souvienne, malheureusement. Mais il explique ça hyper bien et ça vaut vraiment le coup pour ceux qui nous écoutent, et pour toi, bien sûr, de l'écouter ou de lire le livre. C'est hyper intéressant, où il dit, en fait, il n'y a pas de situation win-win. La réalité, c'est que sur les 40 dernières années, sur 100 de bénéfices, alors je connais plus les chiffres, je vais dire n'importe quoi, c'est plus des ordres d'idées, des ordres de grandeur. Sur 100 de bénéfices, il y a 80 qui ont été récupérés par les personnes les plus riches et 20 pour tout le reste. Et en fait, c'est un peu ça la situation. Donc pour eux, il marche très bien ce système. Oui, parce que ils ont toujours un matelas de sécurité qui est absolument énorme, parce que les fondations... c'est même pas un matelas de sécurité. Non. Je veux dire, si tu regardes les chiffres, pour le coup, et ceux-là, je les connais, dans les 70, la différence entre le SMIC et un salaire du CAC 40, le salaire du patron du CAC 40, c'était 40. Donc, il y avait un écart de 40, il y avait 40 fois
un SMIC pour le patron du CAC 40. Aujourd'hui, c'est 420, 430. Donc, en fait, c'est pas qu'ils ont un matelas, c'est que les plus pauvres ont pas vu leur salaire évoluer. Et les plus riches et quand je parle des plus riches, je parle pas des 1%. Je parle des 0,1%. Ils ont vu leur salaire se multiplier de manière colossale. Donc, ils ont énormément d'argent. Donc, il y a très, très peu de gens qui ont énormément d'argent. Et puis, beaucoup qui ont plus rien. En fait, j'ai reçu Esther Duflo, entre autres, qui explique ça, qui explique, alors, particulièrement aux États-Unis, mais c'est un peu vrai en France aussi, où elle explique que les classes moyennes et les classes populaires se sont effondrées. Est-ce qu'on parle En fait, tu peux plus gagner ta vie en travaillant. Ouais. Et c'est ça qui est c'est marrant parce que je regardais je lisais un article sur la fiscalité et il disait que on ne peut plus, c'est exactement ça, on ne peut plus s'enrichir grâce à un salaire. Non. Et je vais dire un truc peut-être qui va être choquant, mais même quand tu es dans les 1%, c'est-à-dire que tu gagnes 7 000 balles par mois, pour gagner 7 000 euros par mois, en vrai, pour la majorité, il faut vivre à Paris. Et ben avec 7 000 euros par mois, bon, si vous êtes deux, ça fait 14 000, ça commence à faire, mais... Tu t'en sors, mais vrai, c'est juste. Enfin, tu vis bien sûr. C'est confort. Mais c'est pas la folie. Tu vis dans 100 mètres carrés ou 120 mètres carrés à Paris. Ah oui. Et quand t'as des enfants, 120 mètres carrés, ça me semble pas complètement fou, en fait. Non, mais tu vois, c'est là où ça devient complètement fou. Ouais. Mais, quand t'es dans les 1% que tu gagnes beaucoup plus que la majorité, bah, en fait, Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est la paupérisation des Français moyens et des cadres supérieurs. Tu prends notamment dans les métropoles ou à Paris des médecins ou des couples de médecins qui normalement gagnent vraiment très très bien leur vie. Ce sont des personnes dans les années, tu l'as dit, 70-80 pour prendre ce référentiel là. C'est les bourgeois de province, quoi. Mais ils avaient leur hôtel particulier dans le triangle d'or, le carré d'or de leur métropole. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ils ont un appartement au grand max 100 mètres carrés. Et ils se payent toujours des vacances, ils vivent toujours bien, mais bien sûr, non, mais ils vivent bien, bien sûr. Mais et il ne faut pas opposer. Enfin bref. Néanmoins, ça témoigne. Un autre chiffre qui va nourrir notre conversation, c'est que donc on sait que notre génération sera la plus riche qui n'a jamais existé, parce que il va y avoir, alors je connais plus le chiffre, mais c'est des centaines de milliards en héritage. Ouais, je l'ai vu. Voilà. 3 200 et un chiffre que je trouve intéressant, c'est que 20% des milliardaires aux États-Unis le sont par héritage. En France, c'est 90%. Et pourtant, on taxe. C'est quoi la valeur de redistribution? Ouais, c'est vrai. Non, les 1%, ils sont taxés comme des bâtards. Enfin, comme tout le monde, ils payent beaucoup d'impôts. Mais dès que tu rentres dans des sphères très hautes, tu payes plus d'impôts. Pareil, en fait, c'est le même article sur la fiscalité où il montre la différence entre le salarié et l'entrepreneur ou l'entreprise. C'est que le salarié, il vit après impôt. Il paye toutes ses charges, il paye ses impôts et une fois qu'il a payé ses impôts, il a son reste à vivre. Mais l'entrepreneur ou l'entreprise, elle vit avant l'impôt. C'est une fois qu'elle a payer absolument toutes ses charges, qu'elle a défiscalisé, qu'elle a fait ses investissements immobiliers, etc., il lui restera donc son résultat sur lequel il paiera son impôt. Et là aussi, on a en fait une sorte de dichotomie de l'effort à faire sur la paupérisation ou alors sur la quête de richesse ou en tout cas d'amélioration du quotidien des salariés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des pistes ici à aller chercher pour essayer d'harmoniser un petit peu la manière dont tout le monde vit ? Certainement que si, tu vois, mais le truc, c'est qu'encore une fois, les politiques prennent pas ce genre de décision parce que les gens les plus riches, c'est ceux qui financent les campagnes. Ouais, mais après, ils financent les campagnes, alors ils vont... Aujourd'hui, en fait, et notamment depuis les années 90, il y a quand même des lois qui sont venues mettre un énorme stop sur les financements illicites des campagnes. Donc, tu as des limites et des plafonds qu'un entrepreneur ou une entreprise, d'ailleurs, les entreprises ne peuvent pas, mais les entrepreneurs, c'est 7 500 €. Et puis après, une fois que c'est fait, évidemment, parfois, on peut contourner un petit peu la loi. Bettencourt a été un exemple assez fameux, même si ça s'est quand même conclu sur des non-lieux. Je crois que Sternin, tu vois que c'est ? Ouais, je vois bien. File, je sais plus si c'est 1 million ou 1 milliard à l'extrême droite. Ouais. Donc, bon.
Alors, ça, non, mais... Je sais pas exactement dans quelle mesure c'est limité, non, mais... par contre, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant et j'en ai parlé avec Sarah Durieux dans un épisode. Je sais pas si tu vois qui elle est, c'est Si, bien sûr. Ouais, bon, super. Et on avait discuté d'un rapport, c'est celui que tu évoques. C'est la contribution des grandes entreprises aux fondations. Et notamment en fait aux fondations néolibérales, conservatrices, anti-IVG et compagnie. Et c'est vrai qu'ils exercent un poids, ça c'est vrai pour le coup, qui exercent un poids et une influence absolument énorme quand les financements pour la lutte contre les discriminations, pour le développement des démocraties dans les pays européens, etc. On a bien vu la fondation George Soros qui s'est retirée des fondations et des associations d'Europe de l'Ouest qui participaient à cette quête de démocratisation en Europe. Alors là, ça c'est tout à fait vrai. Donc tu vois. C'est tout à fait vrai. Voilà quoi. Et à l'aube des élections européennes, c'est important de rappeler que c'est quand même la Russie qui finance l'extrême droite. Ouais. Pour Les ceux qui ont élections peur de européennes. l'Ukraine, T'es remonté là, Grégory. T'as été contrarié par quelque chose. ouais, mais ça me met en colère et en même temps, tu sais ce que je vais dire un truc horrible. Ouais. Moi, je fais partie des riches, je suis même pas en France, j'en souffrirai pas. Ouais. Et pourquoi t'es parti Ceux qui vont en souffrir, c'est ceux qui vont voter pour eux. Ouais. Bah, ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui auront au final l'extrême droite au pouvoir. Et pourquoi t'es parti au Portugal d'ailleurs? Parce Je suis parti au Portugal pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville où il y a l'océan et la nature. Ouais. Il y en a peu en France. Il y en a en France, bien sûr, mais des grandes villes, pas tant que ça. Il y a Marseille, et moi j'ai étudié à Marseille, et j'avais pas envie de vivre à Marseille pour la deuxième raison, qui est que j'avais envie de calme. Et je trouvais que Paris, c'était agressif en termes d'énergie et d'insécurité. D'insécurité dans le sens, tu veux pas laisser ton téléphone sur la table, quoi. Ouais. Ce qui est le cas au Portugal, enfin à Lisbonne. La deuxième raison, c'est que j'ai une discussion avec un oncle qui est descendu dans le sud après sa retraite et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais si c'était à refaire avant, est-ce que tu le referais avant? Et il m'a dit, oui, 100%. Donc je me suis dit, pourquoi attendre? Parce que ça se trouve, moi je suis mort demain, tu vois, je sais pas. Ouais. La troisième raison, c'est que j'avais un très bon ami qui a insisté pour que je vienne. c'est voilà. Peut-être d'ailleurs la principale raison. Ouais, en fait, oui, en vrai. Enfin, non, j'avais envie de quitter Paris et j'avais prévu d'aller en province, à côté de chez ma meilleure amie. Et finalement, ça s'est pas fait. Et lui, il arrive à ce moment-là, c'était pendant le Covid. Et je suis venu le voir et je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop bien. Et voilà. Qu'est-ce qui est trop bien à Lisbonne? C'est trop bien parce qu'en fait, il fait ce que je viens de dire. Il fait beau, il y a la mer, il y a l'océan, il n'y a pas de boutique. Ouais, pas trop. Et ça, en fait, à Paris, je me sentais un peu agressé. Ouais. Et c'est un marketeur qui parle, tu vois. Et il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de violence du quotidien. Tu vois, les gens qui se klaxonnent, qui surlent dessus, etc. Ce que tu peux trouver à Paris. Et en fait, tout ça, c'est de la charge mentale. Et moi, comme j'essaie d'aider les gens à être un peu plus sereins, il faut que je sois moi-même. Ouais, absolument. Et comment on fait pour changer ces villes électriques pour aller chercher plus de sérénité? C'est aussi ça les questions, parce que parfois on peut. Comment on fait pour changer les villes? Ouais, comment on fait pour changer les villes? Comment on fait pour essayer de pacifier un petit peu les lieux dans lesquels on vit? Parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, d'une certaine manière, c'est de fuir pour sa propre santé mentale. Et je le salue, voire je peux l'encourager. Ce que j'encourage encore plus, c'est d'essayer d'être cet acteur de transformation des villes. Et alors, on l'a dit, peut-être qu'il ne faut pas compter sur les élus, mais probablement qu'on peut compter sur nous tous en tant que communauté pour aller vers plus d'apaisement. On fait comment? Peut-être que c'est genre un vieux pieux et que c'est pas possible parce que c'est la nature humaine. Je pense que même si Anne Hidalgo, elle y va au forceps, le fait qu'il y ait moins de voitures, ça aide quand même. Même si voilà, c'est vraiment au forceps quoi, et ça pense pas trop aux gens qui sont en banlieue et voilà, c'est très parisiano-centré. Mais après, comment pacifier? En fait, c'est tellement une atmosphère globale où les gens ont peur de l'avenir. Les gens ont peur pour eux, les gens ont plus confiance, ils ont plus de capacité à se projeter. En fait, je suis pas certain. Enfin, la seule chose qu'on peut faire au niveau individuel,
Parce qu'en fait, tu vois, dans ces cas-là, moi, je pense que c'est important de revenir au stoïcisme, de revenir donc à ta zone pas d'effort, mais ta zone d'influence et ta zone d'action concrète. Eh ben, c'est juste de sourire aux gens dans la rue, quand il y a quelqu'un qui te boule de pas s'engueuler, quand il y a quelqu'un je sais pas, de créer du lien, en fait. En fait, les liens sont morts dans notre société. Et en fait, quand une société est en crise, c'est pas chacun des éléments qui est en crise, ce sont les liens qui sont en crise. Donc, en fait, ce qui me semble essentiel, moi, dans ce genre de situation, au niveau individuel, c'est de créer du lien avec tes voisins, avec les gens autour de toi, dans ton entourage. C'est ça que tu peux faire à ton niveau individuel. Et ça a un impact. Ouais. Et ça, c'est un peu ta mission de vie. Non. Ma mission de vie, non. Je dirais que ma mission de vie, c'est de transmettre une forme de connaissance et de sagesse, plus que spiritualité. D'accord. Okay. Enfin, à mon petit niveau, je veux dire, c'est tout relatif, mais c'est ce que j'essaie de faire. Parce que c'est ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Et du coup, je pense que c'est important de transmettre ce genre de valeurs et aussi d'amener de la nuance, d'amener de la perspective. Par perspective, j'entends avoir des points de vue différents sur des sujets identiques, mais pas sans se casser la gueule. Mais pas forcément des points de vue qui s'opposent. Aujourd'hui, la société elle est tellement binaire. Donc voilà. Et puis se concentrer sur tes sphères d'impact et d'influence, pas sur les sphères d'inconnaissance, parce qu'en fait, savoir qu'il y a une guerre par-ci par-là, et il y en a beaucoup. En fait, tu peux rien y faire et ça te rend très malheureux. C'est cerveau, intéressant. Il n'est pas bâti pour ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. T'évoques deux choses, je pense. La première, c'est qu'on ne peut pas changer grand-chose si on ne se change pas soi-même. Et si on ne change pas les personnes, ou en tout cas, où on essaie d'avoir une influence sur les personnes qui nous entourent. Donc, essayer de changer les choses à l'autre bout de la Terre, j'y crois assez peu, en vérité. Et que c'est en essayant d'avoir un impact et d'avoir, tu sais, cette onde qui se propage au fur et à mesure. Donc, je pense que les changements les plus positifs, effectivement, on va les avoir individuellement en essayant de changer soi avant d'essayer de changer d'ailleurs les autres. Ouais. En fait, tu sais, il y a cette sagesse indienne qu'on retrouve un peu partout dans toutes les spiritualités, qui est le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. Et en fait, le lien à soi, il peut paraître individualiste, il peut paraître tout petit, parce qu'il semblerait qu'on ignore les causes sociétales du mal-être des gens. Mais en fait, je pense que le lien à soi, il est essentiel pour créer du lien aux autres et à la nature. Mais bien sûr, l'idée, c'est certainement pas d'ignorer les problématiques sociétales dans lesquelles les gens sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as la pensée positive que demain tu vas gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ouais. Bah, beaucoup de gens disent qu'il faut un peu de pensée positive pour essayer de s'en rapprocher. C'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit positif. Je veux dire, quand tu peux pas nourrir tes enfants, tu peux avoir de la pensée positive. Je veux dire, tant que tu veux. Ça va rien changer. Tu vois, enfin, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est pas comme si... exactement ce que tu disais. Ah bah tiens, il y a du travail, je vais travailler et je vais m'en sortir. C'est vrai que le travail est un intégrateur social, mais en même temps, c'est pas le travail qui va... Enfin, la société, elle est trop déséquilibrée. En fait, tu vois, quand on reprend les éléments d'Adam Smith sur terre, capital et travail, on a donné tellement d'importance au capital qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les métiers les plus utiles à la société sont ceux qui sont les moins bien payés et vice-versa. On l'a vu pendant la Covid. En fait, on calcule son bien-être mental et sa longévité aussi au service qu'on rend à la communauté. Tu vois, toutes les études sur les zones bleues te prouvent ça très bien. Et quand t'es pas utile à la communauté, en fait, tu te sens mal. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis traders, j'ai pas d'amis traders. Est-ce que tu pourrais être ami avec ils sont mentalement. Tu pourrais l'être ou pas? Pas bien. Ouais, c'est très difficile. Non, mais c'est une bonne question. Quel est l'état émotionnel d'une personne, effectivement, qui est sportive, inutile à la société? Inutile à la société. Bah, peut-être que lui, il va... Et en même temps, praised, parce qu'il est dans le succès. Ouais, non, mais absolument. Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs en introduction de cet enregistrement. C'est ce qui gouverne aujourd'hui le monde et les gens, c'est les thunes. Donc, le seul indicateur de réussite sociale, c'est l'argent que l'on possède. C'est pas les connaissances qu'on met sur les marchés, c'est pas l'influence positive que l'on essaie de gagner le prix Nobel. Bon, ça te donne un petit peu de légitimité et puis un petit peu de notoriété, mais puis bon, t'as un petit chèque. Mais je pense que le chef d'entreprise comme Steve Jobs aura quand même beaucoup plus de... Quand je pose la question aux gens en conférence, pour vous, c'est quoi le succès?
et que je leur dis, en fait, la définition du succès dans une société, c'est l'accumulation d'argent, de pouvoir et de notoriété. Parce que tu peux avoir aussi 15 millions de followers sur Instagram et on va considérer ça comme du succès. Ouais, les gens me disent, mais non, on sait que c'est pas ça, etc., etc. Donc, en fait, il y a une sorte aussi enfin, comment on appelle ça? Quand on se ment à soi-même, je sais plus. L'auto-persuasion. En fait, les gens savent que c'est pas ça le succès. Et en même temps, la réalité, quand même, dans notre société, c'est que c'est ça. C'est l'accumulation. Pour revenir sur ton point sur le prix Nobel, je pense que le réseau, à connaître des gens, ça joue quand même dans ton succès. On va se dire, ah ouais, lui, il a du succès, ou elle a du succès, il connaît un tel. Mais je pense que c'est un truc aussi qui est assez central dans les questions que je me pose au quotidien. Et puis, dans ce podcast-là, j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Marc Batty de Fève et Jean-Marc Potvin. Alors, c'est marrant parce que ce sont deux personnes qui ont été assez entêtées dans les entreprises qu'ils ont fondées, Dataiku et puis Kelku. Ils en sont ressortis très riches. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de soucis et puis ils essaient de réinvestir leur pognon dans des ONG ou alors dans des entreprises à impact. Mais tout de même, leur cheminement leur a permis de prendre conscience que le plus important était vraiment ailleurs. Que le plus important, souvent, c'était aussi le temps qu'ils avaient pour soi et pour leur entourage. Donc, prendre soin de soi et prendre le temps d'eux, c'est deux choses qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui. Et dans les indicateurs de succès, il y a le pognon, mais il y a aussi le temps dont je dispose pour essayer de faire ce dont j'ai envie et de passer du temps avec les gens avec lesquels j'ai envie de passer. Alors, je suis désolé pour ce que je vais faire, mais tu m'invites à le faire. Ouais. Alors, du coup, je vais le faire quand même. Mais le dernier épisode de Vlan, au moment où on enregistre, ça parle de l'osium. L'osium, c'est un mot que tu connais peut-être, je sais pas. Non. L'osium, c'est quoi? C'est un mot latin. Donc, ça s'écrit O-T-I-U-M. Ça se lit otium, mais ça se prononce osium. L'osium, c'est le loisir intelligent. Ah, oui. C'est, pour les latins, l'endroit le plus haut qu'un humain puisse atteindre. Et en fait, c'est quoi? C'est un moment que tu prends pour contempler le monde, réfléchir, méditer, etc. Philosopher. Ce qui est intéressant, c'est que le commerce, sa racine, c'est le négoce, et le négoce, c'est le nég-osium. Donc, c'est l'inverse de l'osium. C'est l'opposition. Donc, tout ce qui est lié au commerce, de près ou de loin, et j'intègre à l'intérieur de ça les réseaux sociaux ou Netflix, c'est l'inverse de l'osium. Alors, d'abord, il n'y a pas de démocratie sans osium. Et aussi, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que en grec, osium, c'est skola. Et en fait, et skola, c'est l'origine de scolaire, l'école. On comprend bien. Et l'école est censée être ce moment où tu prends du temps pour questionner le monde, pour réfléchir, pour philosopher. Et pour information, ils sont en train de penser à supprimer la philosophie du programme de terminale et de première. Et aujourd'hui, l'école est une machine à t'optimiser pour le négoce. C'est-à-dire l'inverse de l'osium. Et donc, effectivement, en fait, ne pas avoir ce mot en tête, alors qu'en fait, c'est ce qui nous manque le plus, du temps pour contempler, pour réfléchir, alors qu'on essaye d'optimiser nos loisirs, eh ben ça, c'est un énorme problème, parce qu'effectivement, quand tu n'es plus capable de philosopher, il n'y a plus de démocratie. Tu sais, c'est marrant parce que... C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Oui, et en vérité, manifestement depuis toujours, depuis que l'être humain s'organise. Mais c'est marrant parce que autour du négoce. On connaît, oui, il s'organise autour du négoce. Merci de finir ma phrase. Ça insupporte Léa, ma femme, je l'ai fini jamais. Mais il faudrait peut-être qu'ici, pour les auditeurs, je le fasse. Mais c'est bien, tu me comprends. Et continue comme ça. Merci Grégory. Et puis, non, l'université du temps libre, c'est quand même terrible que ce soit après sa carrière professionnelle et son activité professionnelle qu'on dispose de temps pour enfin reprendre le temps d'apprendre. Et donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à Pierre-Édouard Stérin, qui a une entreprise qui s'appelle Osium ou Otium Capital. Donc, j'imagine qu'il a dû le... D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs. C'est une société qui est organisée autour, donc, tu l'as dit, du travail, du marketing, du commerce, du négoce, et qui a complètement effacé ce temps nécessaire à soi et à cette quête d'élévation qui, au final, est tuée par du loisir. Parce que quand tu évoques Netflix, les réseaux sociaux, Instagram et compagnie,
Est-ce que c'est pas justement cet aspect mercantile et marketing etc. qui vient encore plus grignoter sur notre temps libre? Ah bah 200%, oui. De 100%. Hein. Donc c'est plus une source de Mais créativité. Otium Capital, c'est un non-sens. Tu te rends bien compte? Ah oui, non mais je comprends bien en fait. L'Otium, c'est l'inverse de capital, du coup. Oui, j'ai bien compris. Hein. Mais vas-y, détail. Comment? Non, mais c'est ce que je veux dire. Le capital, c'est le négoce. Ouais, Et le négoce, c'est l'outil productif. Otium. Mm. Donc, on peut pas faire mieux que. Ouais. Et pourtant, c'est un non-sens total, ce mot. Ça... Ouais. Et le truc qui est drôle, c'est que c'est quand même porté par Pierre Verserin, comme on le disait, qui est considéré comme un entrepreneur chrétien qui a la fondation du bien commun et qui a vocation, en tout cas dans sa mission, à faire le bien, à distribuer le bien. D'ailleurs, alors après, il a déshérité ses enfants pour financer l'extrême droite. Ouais. Alors il a déshérité ses enfants, c'est-à-dire qu'il a déménagé en Belgique, où on peut effectivement disposer de son vivant sans considération de transmission, pour faire de sa fondation le réceptacle de son patrimoine, et notamment des revenus d'Otium Capital. Ouais, c'est ça le fonctionnement. Et après, la fondation du bien commun finance des projets qui manifestement... et j'invite les gens en fait à se faire leur propre opinion. Oui, pardon, moi je suis un peu radical. Mais... Ouais, mais j'aurais tendance à l'être aussi, tu sais, Grégory. Mais je préfère en fait laisser les auditeurs en fait se faire leur propre opinion et d'écouter d'ailleurs les podcasts où il intervient pour défendre ses actions. Ses points de vue. Hein. Ouais, et ses points de vue. Donc clairement en fait c'est pas quelqu'un que tu recevras sur tes podcasts. Jamais, non. Qu'est-ce que tu retiens? J'essaie de recevoir des gens avec lesquels je suis d'accord. Ah oui, avec lesquels tu es d'accord? Vraiment? Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Pas forcément d'accord, parce que moi je suis très prêt à remettre en question mes points de vue, mais pas jusque-là. En tout cas, où tu as une base de valeurs commune. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches à faire d'ailleurs avec tes podcasts? Parce que tu parlais d'influence, on parlait d'influence tout à l'heure. On voit bien à quel point les médias, et notamment les podcasts comme Nouveaux Médias, sont une source d'influence. Donc qu'est-ce que toi tu cherches à faire à travers ça? Ouais, mais... en fait, j'essaye avec Vlan d'aider les gens à être un peu plus sereins dans une civilisation qui est en train de s'effondrer et qui doit s'effondrer, ou qui doit disparaître en tout cas, moi je crois, parce qu'en fait cette civilisation, c'est-à-dire, quand je parle de civilisation, c'est un système de valeurs et de croyances, de récits, et je pense que partiellement, en tout cas, je parle pas de la civilisation chrétienne ou judéo-chrétienne. Ouais, tu parles pas de décivilisation. Non. Je parle de notre civilisation hyper capitaliste, centrée sur la thune. Ouais. Ça, il faut que ça parte. Mais et c'est nécessaire. Oui, parce que en fait, donc, avec le petit délai, c'est un petit peu compliqué. Oui, parce que c'est la civilisation occidentale, en gros, qui commence à gangréner d'ailleurs d'autres civilisations plutôt asiatiques, et qui se mettent au lab du grand capital. Au diapason. Ouais. Ça, c'est mortifère. Et donc, j'essaie d'aider les gens à être un peu plus sereins là-dedans. De l'autre côté, avec Ping, j'essaie d'aider des personnes en position de leadership dans les entreprises à trouver de la sécurité pour retrouver de la puissance et se transformer pour limiter l'impact. Ce qui veut pas dire qu'il y aura pas d'impact, ce qui veut te dire qu'on va essayer de le limiter. Alors, limiter l'impact de quoi? De la marchandisation, justement? Pour moi, l'impact, c'est malheureusement en gros, potentiellement la Troisième Guerre mondiale qui se profile. Ouais. Malheureusement, l'effondrement écologique, l'effondrement de la biodiversité, l'acidité des mers, le fait qu'on va plus avoir assez à manger pour tout le monde, le fait qu'on va devoir laisser à la porte des migrants dont on aura absolument besoin dans 20 ans. Ça, les gens ont absolument pas compris que, en fait, aujourd'hui, on essaie de virer les migrants alors qu'en fait, dans 20 ans, on va se battre pour les avoir parce qu'il y aura personne pour travailler et pour nous servir quand on sera vieux. Voilà. Et sachant que la population chinoise est en train de vieillir aussi, on va vraiment se battre pour les avoir. Et tout ça, ça va être des millions et des millions de morts et ça va être assez horrible, en fait, sincèrement. Donc, non, c'est ça que je veux smooth. Petit peu. T'es quand même assez défaitiste. Ça sera terrible dans tous les cas. Ouais. Je veux pas être hyper pessimiste, je suis pas pessimiste en plus, mais bon, faut être un peu réaliste quand même. D'accord. Ouais, t'as pas une vision heureuse de l'avenir, en tout cas. Si, à long terme. Tu connais cette phrase c'est Gramsci, voilà, pardon. D'accord. Et la citation parfaite.
Avec l'intonation, s'il te plaît. C'est le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et je pense qu'on arrive dans 1 ou 2 décennies qui vont être assez violentes. Parce que, est-ce que tu crois que ce crépuscule, en fait, a longtemps duré? Est-ce que tu crois que c'est une période pendant laquelle on a été quand même plutôt un peu clair-obscur, mais plutôt clair, avant de sombrer? Ouais. Oui, ça fait 20 ans déjà qu'on est dans le clair. En fait, les transitions de civilisation, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens, ils voient la révolution, mais en fait, ça se construit tout ça. Et mais on fait comment pour l'éviter, et on fait comment d'abord si c'est possible, et pour que ce soit alors peut-être pas doux, parce que quand on a des ruptures et des changements aussi radicaux, il y a évidemment beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Tu l'as rappelé tout à l'heure, malheureusement, en fait, ceux qui provoquent ces révolutions, c'est pas véritablement ceux qui vont en souffrir. Il n'y a pas un moyen en fait, quand même si je me trompe pas trop dans l'histoire française, je crois que c'est ce qu'a essayé de faire Louis XVI. Enfin, si je me trompe pas, il était passionné de montres, etc. Tout le monde sait ça. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Et il l'a dit lui-même. Et en fait, c'était un peu trop tard. Et ça a généré la Révolution française. Et je crois qu'en fait, pour revenir à ce livre dont je parlais, Winner Takes All, la seule manière de faire, c'est que les gens qui ont beaucoup de pouvoir le partagent et le relâchent, en fait. Payent leurs impôts et relâchent leur pouvoir. Tu vois. Mais ceux qui sont pas vraiment prêts à le faire. Non, mais rien ne les incite à le faire. Et du coup, la bonne solution, s'ils veulent pas qu'on leur coupe la tête, entre guillemets, c'est de faire ça. Sauf qu'en fait, ils vont pas le faire. Donc ça veut Ou alors dire, ils font des fondations, mais les fondations, comme le dirait cet auteur, donc Anad, on va l'appeler Anad, on va l'appeler par son prénom. Ouais. C'est bien, non. On l'invitera. C'est que les fondations, en fait, ils ont beaucoup de choses à y gagner. Déjà en termes d'ego, de social, de prestance sociale, etc. Ils donnent de l'argent, etc., etc. Mais en fait, fondamentalement, ils prouvent dans le livre que ça marche pas. Il faut juste payer ses impôts, en fait. Ouais, il faut déjà commencer par rétablir l'équilibre. Je connais plus le taux d'imposition des gens les plus riches en France, mais je crois que c'est autour de 5-6%. Je reviens d'ailleurs sur ce que je disais tout à l'heure. Des très riches, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, avec des entrepreneurs qui vivent avant impôt. Parce que par nature, ils ne peuvent qu'optimiser fiscalement leurs revenus. Et la société t'invite à le faire, je veux dire. Oui. Et la loi, en fait. Et la loi l'invite à le faire. Donc, ça veut dire que tout ça est très légal. Oui, c'est totalement légal. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait des trucs illégaux, mais ça, je pense que l'État, ils ont vachement travaillé dessus. Ouais. Mais tous les trucs légaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir le comportement de l'État en se disant, écoutez, franchement, la France, au final, est quand même plutôt un paradis fiscal. Donc, si en plus de ça, vous essayez de gratter un petit peu, là, le contrat social, il est même plus respecté. Ce qui me gêne en France, c'est que le gouvernement français, en tout cas, tape toujours sur les plus pauvres, les smicards, enfin, les gens qui sont au RSA ou autres, pour dire que c'est chez eux le problème. C'est eux le problème. Ils réfléchissent par les grandes masses, tu vois, par le nombre de personnes. Et c'est tellement pas juste, en fait. Non. C'est tellement pas juste. Parce que déjà, on sait que les gens au RSA, la majorité ne demandent pas leurs droits. La majorité, peut-être pas la majorité, au moins la moitié, ne demandent pas leurs droits, donc en fait, ils coûtent rien. Et puis en plus, le problème, il est pas là, quoi, je veux dire. Non, clairement. Fraude à la TVA, évasion fiscale, crédit impôt recherche. Vous voyez, ça, pareil, crédit impôt recherche. Tu as, quand tu as plus de 90% en fait des crédits impôt recherche qui part dans les grands groupes, c'est très bien, ça a une très très grande valeur. Mais c'est vrai que la redistribution ne devrait pas se faire de cette manière-là. Alors certes, c'est de l'emploi, peut-être un petit peu d'innovation, mais il y a infiniment plus de jeunes entreprises, de PME, TPE, qui font aussi d'innovation et qui pourraient bénéficier de ces fonds. Sauf que ça demande aussi beaucoup de sous. Il faut se faire accompagner par des avocats fiscalistes spécialisés dans l'innovation, et ça coûte un bras. Donc ils ne le font pas. Sans compter que ils peuvent être. Non, mais surtout les fiscalistes, ils n'ont rien à te dire. C'est-à-dire que moi, j'en ai parlé avec des gens qui ont vendu des startups, qui ont un peu d'argent, et ils te disent, les fiscalistes ne s'intéressent à toi que quand c'est possible qu'ils puissent s'intéresser à toi.
Et c'est-à-dire qu'en fait, il faut des sommes qui sont colossales. C'est pas 1 million, 5 millions, c'est beaucoup plus. C'est pareil, tu sais, en fait, dans cette catégorisation des métiers, entre celles et ceux qui essaient de s'engager à changer un petit peu la donne, donc par exemple à s'intéresser à des jeunes entreprises innovantes qui vont pas aller chercher du crédit impôt recherche par millions, voire milliards, et d'autres avocats fiscalistes qui auront comme boussole l'argent et qui ne s'intéresseront qu'aux grandes boîtes. Donc, pareil, en fait, c'est une question de rééquilibrage. Il y a un auteur américain que j'ai reçu sur mon podcast qui s'appelle Jamie Wheal. Ça s'écrit W-H-E-A-L. C'est bien, ça va faire plein de références. Et qui a émis une hypothèse intéressante qui est personne ne devrait gagner plus de 15 millions d'euros ou de dollars. En fait, voilà, et c'est important qu'il y ait un modèle que tu puisses gagner ou en fonction du travail. Mais il y a un moment donné, ça devrait s'arrêter. Et 15 millions, en fait, on peut se dire, bah voilà, tu sais quoi, t'as gagné à la loterie, c'est bon, t'as gagné. Ouais. Mais en plus, il dit pas, en plus, c'est 15 millions de patrimoine. C'est-à-dire, à partir de 15 millions de patrimoine, tu serais, non? Bah oui. Non, enfin, de toute façon, c'était un chiffre comme ça, mais. Non, parce qu'il faut quand même se rendre compte, non, mais c'est hyper intéressant, ça, parce que faut quand même se rendre compte que, notamment, tu prends 15 millions d'euros de patrimoine, ok, tu les places à un rendement relativement faible, 3-4%. Mais ça te fait des centaines de milliers d'euros de revenus annuels. Par an. Par an, ouais. Donc, quelque chose comme 200-300 000 euros. Enfin, très, très sincèrement, pour... Ouais, c'est colossal. Oui, c'est colossal. Pour 99,5% des gens, on vit avec... très largement avec ces 300 000 euros. On doit pouvoir vivre avec. Peut-être pas les gens qui vendent des yachts, mais... Non, mais eux, en fait, ils seraient peut-être... Oui, mais est-ce qu'on a besoin des yachts ? C'est aussi ça. Non. C'est aussi ça. Moi, j'ai entendu j'ai discuté avec un pilote de jet privé. Et en particulier, il bossait pour une famille dans le Qatar ou à Dubaï, je sais plus. Et il me disait, mais t'as même pas idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement d'argent, ils vont emmener, mais c'était des vraies histoires, c'est même pas des racontards, tu vois. Genre, ils vont envoyer le chien à New York pour faire son toilettage. On est là, quoi. Ouais. Ou on va aller chercher un sac en Corée, parce qu'en fait, il n'est pas vendu autre part dans le monde. Ou on va emmener un clown du Brésil pour l'anniversaire du fils. Et donc, on envoie un jet privé et on le ramène juste pour un clown. Enfin, et c'est ça la vraie vie de ces gens-là. Ouais, j'avais entendu quelqu'un qui disait... j'avais entendu quelqu'un qui disait que il était... C'est assez inimaginable, par exemple, de dépenser 60 000 euros par mois. 60 000 euros, c'est quand même beaucoup, tu vois. Mais... Oui, c'est beaucoup. Dépenser 60 000 euros par mois, c'est difficile. Donc, t'en viens à des absurdités que t'évoques. Voilà, le commun des mortels. Ah, il avait du mal. Oui, il a du mal. Avec 60 000 il peut pas. Non, il a du mal à dépenser 60 000 euros. Tu vois, tu prends le commun des mortels, d'accord. Il a du mal. C'est difficile de dépenser 60 000 euros par mois. Moi, je sais pas ce que je ferais. Bah oui, mais on sait pas. Tu as même, t'as par exemple, non, mais tu peux pas, en fait. C'est ça qui est... Et pourtant, on est quand même dans une société qui a complètement décorrélé les revenus, par exemple, de l'immobilier. On ne peut plus acheter aujourd'hui, en fait, avec ces revenus, quelque chose qui corresponde au prix de l'immobilier, encore une fois, en fait, de l'avant-choc pétrolier, tu vois. Je reviens quand même un petit peu. Oui. J'allais dire même après. C'est-à-dire que moi, je prends souvent, pour l'immobilier, je prends mon exemple à moi, qui est un exemple que je connais bien. Évidemment, quand je suis sorti d'école, pas exactement, mais quand j'avais 27 ans, donc il y a 20 ans, j'ai acheté un appartement à Paris, à Châteaurouge, donc c'est pas le meilleur quartier, pour ceux qui connaissent, dans le 18e. J'ai payé 3 500 euros du mètre. J'ai acheté un appartement de 45 mètres carrés qui coûtait 130 000 euros. Et je gagnais 32, 35 000 euros par an. Aujourd'hui, tu sors d'école, donc tu n'as peut-être pas 27 ans, tu as peut-être 25 ans, tu gagnes toujours 35 000 euros par an. Mais c'est passé à 10-12 000 mètres du mètre, 10 000 euros du mètre. Et c'est pas possible, en fait. Ça avait fait en fait, le salaire n'a pas bougé et le prix de l'immobilier avait été multiplié par 3 ou 4. Bah non, ça marche pas, en fait. Non, ça marche pas. Et en 20 ans. Ça, c'est très court. Et toi, tu t'es enrichi sans rien faire. Oui, parce que j'ai acheté un appartement. Oui, t'as acheté ton appartement, t'auras peut-être fait quelques travaux dans ton appartement. À la rigueur, mais bon, j'ai fait 30 000 euros de travaux. Voilà. Mais t'as pas fait 30 000 euros de bénéfices. Je sais pas si tu l'as revendu ou pas, mais tu fais pas 30 000 euros si, j'ai revendu. Bon, tu l'as revendu. Tu revends pas 30 000 euros de bénéfices. Donc, tu t'achètes plutôt, en fait, une jolie villa avec vue mer en Bretagne ou au Pays Basque.
Quasi. Non, peut-être pas au Pays Basque, non. Mais, en Franchement, Bretagne, presque. je connais pas bien les prix de la Bretagne. Le Pays Basque, j'ai un peu l'idée des prix. Ouais. Et bon, c'est plus cher que Paris, donc ça marche pas bien. Ouais. Et qu'est-ce que te disent tous les entrepreneurs que tu rencontres à Ping? Alors, chez Ping, je reçois des CEO, donc qui sont pas nécessairement des entrepreneurs. Ouais. Des dirigeants d'entreprise, plutôt. Différence entre un dirigeant d'entreprise et entrepreneur. Ouais, si. Et je crois qu'ils essayent tous, j'en suis sûr, de participer à la transformation à leur niveau. Et moi, ce que je veux faire, c'est montrer qu'il y a des gens qui le font pour donner envie aux autres et la permission aux autres de le faire. Donc, à d'autres dirigeants d'entreprise de prendre le même chemin. Ils font les choses. Pas parfaitement, mais ils font les choses. Mais quand tu parles de réduire l'impact, est-ce que la seule chose à faire, c'est de considérer enfin que les principes de décroissance ont une raison d'être et qu'il faudrait tout simplement en fait fermer un bon paquet d'entreprises dont l'utilité sociale est limite, d'aller chercher en fait le pognon là où il est. Donc tu l'as évoqué, les grandes entreprises et les grands entrepreneurs en fait qui ont des rémunérations extrêmement élevées et définir un revenu universel pour qu'on passe plus de temps dans l'otium. Écoute, alors, en fait, le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Oui. Malheureusement, tu peux pas. Enfin, déjà, personne n'a envie de décroître. C'est pas ton cerveau, il est pas fait pour ça. Donc, je pense que c'est pas parler d'envie. C'est pas parler d'envie. Le chemin idéal. Après, effectivement, entre ce que le cerveau humain est capable de faire ou pas, c'est autre chose. Le chemin idéal, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être de lire Ecotopia, qui est un roman de 1970, et de se dire quelle est la vie idéale dans laquelle j'aimerais que mes enfants grandissent d'ici 20 ans, et qu'est-ce que je peux faire pour aller dans ce sens-là. Et en fait, quand tu te poses cette question, très souvent, t'as envie de lien, t'as envie de nature, t'as envie de vélo, t'as envie d'air pur, t'as pas envie d'accumuler de la thune pour rien et d'avoir 15 ordinateurs, etc. C'est pas ça dont tu rêves. Tu te dis pas, mon fils, j'ai envie qu'il soit dans un 4x4. Enfin, bon, il y a peut-être des gens qui se disent ça, mais je pense que c'est pas la majorité. Et en fait, tu te dis, le système est vérolé, enfin, en tout cas, il roule plus droit. Et c'est systémique. Et alors, quand il y a des problématiques systémiques comme on le vit aujourd'hui, il faut recentrer sur les liens, la communauté, les gens proches, recréer du lien. Recréer des récits pour coller avec ton podcast. Mais c'est la réalité. L'idée, c'est pas de se dire, allons, tu vois, moi, je suis pas communiste, je vais pas dire, allons couper la tête des plus riches et le problème sera résolu, parce que c'est pas vrai. C'est certainement la solution. Mais par contre, c'est un changement global de système de valeurs qu'il faut mettre en place. Et en réalité, c'est déjà en cours. Et ça prend du temps. Et moi, j'essaye de le faire un petit peu accélérer, mais on peut pas l'accélérer de manière très forte. Ouais, mais tu disais bien la seule chose qui peut accélérer de manière très forte, c'est une révolution. Ouais, mais voilà, on y vient. C'est ce que tu disais tout à l'heure. D'une certaine manière, en fait, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de prendre notre temps. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs ou d'activistes militants, voire en fait de dirigeants de grandes entreprises, pour avoir discuté avec Camila Garcia Chiano de Nestlé, maintenant Kellogg, qui disait, mais en fait, il faut un changement radical. Tu vois, sinon, ça sera un changement révolutionnaire. En fait, ce que tu dis, c'est le principe de la prise de conscience. On est passé d'une situation où la crise n'existe pas, quasiment, à c'est trop tard. On peut quand même se dire que entre les deux, il y a 3-4 trucs possibles. Ouais. J'espère. Tu vois, je reviens sur l'optimisme. Je pense qu'il y a plein de choses possibles. Je pense que le principe même d'une prise de conscience, c'est de se dire merde, c'est trop tard. Ouais. Bon, c'est pas trop tard. On va faire les choses. Je pense que ça sera compliqué. C'est pour ça que je disais qu'il y aura un clair-obscur assez fort. Ouais. Mais on va faire les choses. C'est en train d'être mis en place. Sauf qu'on est en crise depuis longtemps. Moi, j'essaie de l'accélérer à mon niveau. J'ai pas envie de dire c'est trop tard. Ça va être Mad Max, etc. Je trouve que c'est pas, ça sert à rien parce que ça aide pas les gens à changer. Non. Ça fait peur et ça renvoie les gens vers un système qu'ils connaissent, donc l'extrême droite. Ouais, il y a beaucoup de personnes, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui brandissent justement l'étendard un petit peu de la peur en disant que si les gens n'ont pas peur, ils ne prendront pas conscience et donc ils ne changeront pas. Et tu peux réagir à ça. Et puis ensuite, en vérité, on nous dit on est en crise, mais ça fait longtemps en fait qu'on enchaîne les crises.
Il peut y avoir effectivement des périodes pendant lesquelles on vit un peu mieux, les choses se tarissent, mais pour revenir assez rapidement, finalement, encore une fois, en situation de crise, à croire que la crise, c'est probablement l'état normal. En fait, je pense que c'est important de s'intéresser au temps long quand c'est comme ça. On parle beaucoup de la préhistoire. C'est le temps très long, là, pour le coup. La préhistoire, c'est 98% de l'histoire humaine. Ou 99% de l'histoire humaine. Donc, très majoritairement, l'humain, déjà, n'est pas très vieux sur la planète, mais en plus, la majorité de son histoire, c'est la préhistoire. Donc, les 200 dernières années qui sont la révolution industrielle, c'est une virgule, mais c'est certainement une erreur. Il y a cette phrase que j'ai mise sur LinkedIn aujourd'hui. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. Et c'est une phrase de Jean Cocteau, dans un speech qu'on peut retrouver, qu'il a fait pendant 20 minutes, qui est disponible sur YouTube, en 62, à l'adresse des gens du 21e siècle, de l'an 2000. Et il dit cette phrase assez forte. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup que parfois on n'est pas en mesure de corriger ces erreurs et surtout de s'apercevoir que l'on a commis une erreur. Pourtant, les modèles, et notamment au début des années 1900, ont été quand même relativement nombreux. Certains ont donné des guerres mondiales, d'autres ont donné d'autres formes de dictature, d'autres encore ont façonné le visage moderniste et capitaliste et productiviste dans lequel on est. Manifestement, on n'a pas encore décelé la forme de progrès qui n'était pas cette erreur 404. Quoi. Alors, je vais te dire deux choses sur la démocratie qui vont être peut-être un peu dures à entendre. Une que m'a dit Thomas Gomard, qui est le directeur de l'IFRI, donc l'Institut français de relations internationales. En gros, c'est le mec de la géopolitique en France, qui me dit l'erreur, ça a été de penser que tous les pays devaient être en démocratie. Et une personne que j'ai écoutée sur le podcast Sismique, et je me souviens plus le nom de l'invité, je pense que c'est une femme américaine de mémoire, qui dit mais peut-être que la démocratie c'est une erreur, peut-être qu'en fait ça marche pas. Mais tu sais que ce que disait Tocqueville dans Démocratie aux Amériques, au fur et à mesure en fait que les États-nations ont progressé en démocratie, les plus grandes décisions deviendraient de plus en plus difficiles à atteindre. Bien sûr. C'est un vrai questionnement. Et pour reprendre ce que tu disais juste avant, sur le début du 20e, Keynes, donc économiste un peu de renom quand même. C'est pas un newbie. Je pense pas que c'était un communiste. Disait le principal problème des générations futures, ça va être de savoir ce qu'ils vont faire de tout ce temps libre. Ouais. Et voilà. Bah, la question je pense qu'en fait, on a détruit la valeur travail. Ouais. On l'a détruit ou alors elle n'est pas consubstantielle à l'être humain? Je pense qu'elle est consubstantielle. Enfin, je sais pas si elle est consubstantielle dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Je pense que ce qui est consubstantiel à l'être humain, c'est d'être utile à sa communauté. Alors, est-ce que c'est du travail? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, ouais. Mais c'est vrai que le trader, il n'est pas utile à sa communauté. Bah, allez, ça dépend en fait de quelle communauté on parle. Tu vois, si sa communauté c'est oui, bah oui, c'est brokers et les banquiers, bah absolument, c'est ça. Et puis à la banque, il y a les actionnaires des banquiers. Et puis pour les actionnaires des banquiers, il y a probablement les autres entreprises dans lesquelles il a des parts. Et puis dans ces entreprises qui ont des parts, il y a probablement d'autres parties prenantes. Tu comprends ce que je veux dire. Je le comprends parfaitement. J'aurais du mal à comparer un trader. Pardon pour les traders, mais ils prennent cher aujourd'hui. Mais... Non, mais ouais, ils prennent cher. Mais j'aurais du mal à comparer tous ces métiers du tertiaire, le mien y compris, avec un professeur, un pompier, un policier, un éboueur. Ouais. Ou une infirmière. Non, mais c'est évident. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est drôle parce que ces confinements ont vraiment mis en exergue, là, pendant la crise sanitaire et le Covid, a vraiment mis en exergue quels étaient les métiers essentiels, utiles, et quels étaient les métiers qui ne l'étaient pas. Bien sûr. Et pourtant, on est revenu. Et pourtant, mais pas simplement en fait les deux pieds dedans, mais c'est vraiment les deux pieds, les deux mains, la tête. On a plongé. Les deux pieds, les deux mains, et la tête. Et la tête, quoi. Tiens, on a juste les fesses là, comme ça, qui ressortent de la piscine de boue. Tiens, parce qu'il faut bien essayer d'avoir comme l'autruche, on veut pas regarder. Comme l'autruche, on veut pas regarder. Mais oui, mais
Parce que, et t'as raison, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, il est difficile de déconstruire quelque chose et tout est une question de déconstruction. On n'est pas en mesure de le faire. En fait, on m'a donné un concept que j'aime bien, qui s'appelle le triangle de l'autonomie. Et le triangle de l'autonomie, c'est quoi ? C'est que pour être en autonomie, donc pour avoir de la puissance, avoir de la créativité, il faut être en équilibre. Et l'équilibre, il vient d'où ? Il vient de la sécurité et de la permission. Donc en bas du triangle, tu as la sécurité et la permission, et en haut, la puissance, l'autonomie. Et en fait, l'équilibre, même quand il est malsain, parce que tu as la sécurité, tu vas rester dedans. La sécurité, si tu reprends la pyramide de Maslow, c'est juste au-dessous des besoins vitaux. Ouais. Donc la nourriture, etc. Ouais. Et tu es prêt à faire beaucoup de compromis pour cette sécurité. Et la personne qui m'a parlé de ça, c'est un psychologue, et il me disait, une femme, par exemple, souvent une femme qui est dans un couple abusif, battu, elle reste dans son couple et tu te dis, quand t'es à l'extérieur, mais comment ? Pourquoi ? Ouais. Et parce qu'en fait, dans ce système, elle est en sécurité. C'est son équilibre à elle. Et ce qui est difficile pour les gens, c'est de sortir de cet équilibre pour aller vers un autre équilibre. Et quand tu votes à l'extrême droite, tu reviens dans cet équilibre. Bon, évidemment, c'est faux, mais tu as l'impression que tu reviens dans cet équilibre, que ça te rassure, en fait. En particulier quand tu as peur de l'avenir. C'est très vrai avec les pervers narcissiques aussi. C'est très vrai avec les managers toxiques aussi. Et je crois qu'on peut appliquer ça absolument à tout. Et j'adore. Beaucoup de choses. Oui, non, mais ça s'applique à pas mal de choses, hein, bien sûr. Ouais. C'est comme toutes les analyses ou les accompagnements psychologiques que l'on peut avoir, son propre équilibre psychique. Lacan qui existait, qui expliquait que notre équilibre psychique, c'est la réunion solide de l'imaginaire, du réel et du symbolique, et qu'au final tout s'effondre ou tout résiste grâce ou à cause de nos névroses. Et lorsqu'elles sont là, on devient hyper créatif et extrêmement puissant. Et quand nos névroses s'effondrent, ou alors quand on n'arrive plus à les gérer, en règle générale, on se fout en l'air. Bon, on en connaît plein, hein, des auteurs talentueux qui sont passés par là, les Beckett, Pernelle et compagnie, tu vois. Donc là, mais c'était pour une analogie liée vraiment aussi à l'aspect psychologique, et que l'aspect social, évidemment, en fait, est extrêmement important, mais que la sécurité, parce que tu parles vraiment, en fait, de sécurité aussi financière. Tu vois, je vis dans ma demeure, je vis dans ma maison, mon mari subvient à mes besoins, et c'est difficile. Je préfère vraiment j'ai mes enfants, je verrai moins mes enfants, j'aurai moins de moyens si j'allais vivre dans un studio de 20 mètres carrés où je ne pourrais pas aussi recevoir mes enfants. Et ce qui pourrait permettre de contrer cela, c'est pas autre chose que la manière dont la société peut prendre en charge ses détresses et ses situations. Mais étant dans des sociétés quand même de plus en plus individualistes, et moins communautaires, au sens où on fait front tous ensemble, alors même qu'on est dans un état social. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à changer. En fait, je pense que ça, ce que tu dis, c'est ce que j'avais en tête aussi, c'est que on vit dans une sorte de contradiction bizarre où les gens n'ont jamais été aussi pauvres et riches à la fois. C'est-à-dire qu'on vit dans une sorte de bien-être social incroyable et en même temps dans une situation où les gens sont dans un appauvrissement très fort. C'est très étrange. Mais est-ce que tu crois que les ressorts de ce changement, il est collectif ou il est individuel ? C'est une question très sociologique. Il y a deux écoles sur ce sujet. Moi, je vais faire une réponse nuancée. Je pense que ça vient un peu des deux. Oh non, Grégory, oui, tu peux pas me faire une réponse nuancée depuis... Je pense que moi, je fais partie de l'école, en tout cas, où je considère que l'ensemble est constitué des individus à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, ça vient du groupe, mais ça vient de l'individu à l'origine. Alors, on essaie d'avoir de l'influence individuelle déjà sur soi. Ensuite, une fois qu'on est assez ancré et on est assez serein, qu'on est tranquille et sûr de sa personne, on essaie d'influencer un petit peu son entourage et les autres. À partir de quand et comment ça peut faire corps ? Est-ce que c'est une mission de vie ? Tu as évoqué l'Ocium. Moi, je pense que les questions liées évidemment à l'éducation sont extrêmement centrales. L'influence que l'on a aussi en tant qu'individu, c'est auprès de sa propre famille, probablement des enfants, si on a des enfants. Et c'est là aussi où on peut agir.
mais chacun est libre de le faire ou pas, avec les moyens que l'on a dans les milieux économiques et sociaux dans lesquels on évolue. Certains arrivent à s'y extraire et à capter justement toute cette connaissance supplémentaire qu'elle n'a pas réussi à avoir de manière, on va dire, autonome quand elle était petite et jeune, etc. Tu vois, donc ça demande quand même un effort incommensurable quand on sait que la nature humaine et toute la question du progrès, c'est celui de faire le moins en moins d'efforts. Tu vois, ça aussi, c'est hyper contradictoire. Je sais pas si c'est juste. C'est bien de faire de moins en moins d'efforts. Ah oui, d'accord, ok. Ça m'envoie vers Wall-E, une société sans effort, et où les humains deviennent des sortes de bibendums. C'est un peu ce qui nous prend au nez, quoi, tu vois. C'est ce qui est en train d'arriver. Parce que aujourd'hui, par exemple, si tu prends la raison même, et j'aimerais beaucoup faire, je le ferai d'ailleurs, un épisode de Nouveau Récit là-dessus, sur cette caractéristique de l'homme partisan du moindre effort. Et toute la question climatique et environnementale provient justement de cette nécessité des hommes à inventer des choses qui lui permettront de faire le moins d'efforts, de supporter des charges lourdes, d'être toujours plus rapide, de faire ce que l'on fait là d'ailleurs, de faire un enregistrement à distance, parce qu'on n'est pas en mesure de prendre notre vélo, de faire, je sais pas, il y a peut-être 2000 kilomètres entre Paris et Lisbonne, et faire des efforts pour réparer finalement ce monde dans lequel on vit, ça paraît presque illusoire. Non, parce que je pense que fondamentalement, on en a tous envie. Voyager à vélo, pour en prendre l'exemple, c'est voyager à la vitesse de l'humain. C'est simplement de se dire que les vacances, c'est pas la destination, c'est le voyage. Tu vois, c'est tellement une évidence de dire ça. Mais c'est tellement vrai. C'est là où il t'arrive des aventures, c'est là où il t'arrive des choses. Et tu vois, quand tu vas à Cancun ou je ne sais où, là, il t'arrive rien. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. T'as envie d'aventure. Ouais. Tu prêches c'est vrai que tu prêches un convaincu. Je pense d'ailleurs, en fait, que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, c'est probablement aussi parce qu'ils le sont aussi. Par contre, ce qu'on peut, c'est essayer de produire des choses. C'est ce que l'on fait là. Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, en vérité, tu sais. Moi, je crois tout simplement pour dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul à le penser, pour les confirmer dans leur point de vue, et aussi peut-être pour faire réfléchir ceux qui ne sont pas là. Et moi, je pense que c'est important. Moi aussi, je pense que c'est important, Grégory. Est-ce que tu as un nouveau podcast que tu as découvert récemment et que tu as envie de nous partager? Parce que c'est un milieu que tu connais bien. Alors déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est une petite promo. Tu t'y attendais pas parce que je t'en ai pas parlé, mais de ton jeu de cartes amoureux. Ça, je pense qu'il faut en parler juste 30 secondes. On est beaucoup à avoir subi des peines amoureuses. Et je me demande d'ailleurs, en fait, si parfois le monde vacille autant parce que ce sont pas tout simplement des personnes tristes qui ont voulu compenser une femme ou un homme ou une déception amoureuse, quoi. C'est difficile de dire. C'est difficile à dire. Hein. Mais effectivement, j'ai créé pas un jeu, mais c'est un système de cartes pour aider les gens à gérer leur rupture amoureuse. Parce que je trouve que c'est un moment qui est difficile, dans lequel tu es souvent seul, en particulier dans une société d'optimisation, où on se dit il faut que ça aille mieux très vite, quoi. Alors qu'en fait, ça prend du temps et c'est difficile. Et on a réuni sur des cartes toutes les connaissances qu'on a pu trouver dans la sociologie, la philosophie, toutes les sciences, la neuroscience, la psychologie évidemment, pour aider les gens à traverser cette période. Moi, je le recommande. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. D'ailleurs, t'as eu des bons retours. Comment ça? On a des super retours. Ouais. Et maintenant, on cherche de la distribution surtout. D'accord, ok. En boutique, sur Internet. Ouais, en boutique. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je crois qu'il faut un mode d'emploi sur comment se sortir le moins cassé possible d'une relation amoureuse. Ouais, ou pas. Parce que le fait d'être cassé, ça te permet aussi de te réinventer, de te questionner. Et finalement, c'est pas si mal. Et puis, tu peux faire, à défaut de te reconstruire, tu peux faire quelque chose de beau avec ça. Moi, tu vois, ce système de cartes, il vient d'une rupture amoureuse qui a été extrêmement douloureuse. Donc, tu vois, j'en ai fait quelque chose de beau, quelque part. Ouais. Du néant viendra du chaos, c'est ça? Viendra la lumière? C'est ça. Quelque chose comme ça. Alors, tu m'as pas répondu la nature est chaotique. Oui, explique-le-moi. En fait, de manière assez simple, la nature, quand elle est linéaire, elle fait pas de bruit. Elle est morte. La vraie nature,
C'est là où il y a des oiseaux, il y a de la biodiversité. Ça fait plein de bruit, mais c'est bien le bordel. C'est certainement pas linéaire, en tout cas. Est-ce que c'est si le bordel que ça? Bah non, parce que c'est un bordel organisé, ça s'appelle l'harmonie. Parce que si tu prends par exemple une forêt, des arbres et la canopée, c'est le bordel des arbres. Ils poussent non pas de manière anarchique, mais ils arrivent à s'organiser les uns les autres pour aider les autres plantes. Ils se bouffent entre eux. Hein. Ils se bouffent entre eux. Il y a des animaux qui meurent. Il y a des renards qui tuent des lapins. Je veux dire, c'est chaotique d'une certaine manière. Mais c'est l'harmonie. Ça marche. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire, ouais. Et donc, finalement, l'organisation humaine est assez contre nature. Non. L'organisation qu'on a créée, mais l'organisation de ton corps... Ouais, non, l'organisation sociale. Elle est de la même manière complètement chaotique. Ouais. Moi, je suis assez fasciné, en fait, par l'organisation du corps humain. C'est peut-être la seule chose... Ah non, mais c'est à peu près la même chose, en fait, qui pourrait me faire croire à Dieu, tu vois. C'est comment on a ce corps, je te jure, mais c'est vrai, une puissance supérieure, c'est, par exemple, la naissance. C'est comment d'un rien ou de la fusion de gamètes, on arrive à produire un corps humain. Bah, je sais pas, moi je crois pas en Dieu, mais disons que pour moi, c'est des milliards d'années d'évolution, quoi. Ouais, c'est ce qui se passe à la fin. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Mais notre corps, il est plein de bactéries qui ne nous appartiennent pas et qui font qu'on fonctionne. La puissance des microbes, je pense que ça aussi, c'est un épisode hyper intéressant à faire. Je te parlais de Lacan tout à l'heure. En fait, il parlait des névroses et donc de cet équilibre autour de ces trois univers que j'ai évoqués. Finalement, se réparer, pour lui, c'est pas autre chose que de changer de point de vue. Donc, est-ce que changer et réparer le monde, c'est pas justement aussi sur ses relations amoureuses et aussi sur des problèmes auxquels on est confronté au quotidien, au boulot ou dans sa vie personnelle, c'est pas tout simplement en fait changer de point de vue et non pas réinventer de nouveaux récits. Tout à l'heure. Ouais. Juste se dire qu'il peut y avoir des perspectives différentes sur un même sujet. Ouais. Tu sais que t'as pas parlé en fait du podcast. Hein. Je t'ai questionné en fait sur le dernier podcast que tu as écouté et que tu recommandais. Oui, je t'ai pas répondu. En même temps, c'est pas une réponse facile parce que j'écoute. Je suis assez basique moi. Ouais. J'écoute des vieux podcasts. J'écoute beaucoup Sismic. J'écoute Hidden Brain. Ouais. Je connais pas. C'est quoi Diary ça? of a CEO. Ouais. Hidden Brain, c'est un podcast de psychologie américain. D'accord. Donc Hidden caché, Brain, le cerveau. Ouais, et un petit peu aussi Thinkerview. Pardon. Thinkerview, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc Mais pas des trop nouveaux. Ouais, d'accord, ok. Plutôt des références et des valeurs sûres. Ouais, enfin, je sais pas des valeurs sûres, mais ouais, des choses auxquelles je suis habitué. Merci beaucoup, Grégory, pour ta disponibilité. Non, merci à toi, Fred. Pour cet échange et cette conversation. Je pense que là, la conversation a été vraiment intéressante, que parfois un petit peu décousue, mais très nourrie. J'espère que les auditeurs et les auditrices vont nous excuser. Ils vont faire un petit peu le tri. Il n'y a pas de montage, hein, tu sais, Greg, dans ce podcast. On nettoie un petit peu les hésitations ou ces interludes sonores non maîtrisés. Mais en tout état de cause, je pense que les gens auront compris que ce que l'on essaie de faire et de dire dans ce podcast, c'est que beaucoup de choses reposent sur nous, sans responsabiliser à outrance les individus, mais que déjà le faire pour soi et changer son point de vue, changer ses perspectives, changer la manière, en fait, changer notre rapport au monde et le dessiner en fonction, en fait, de ses propres désirs, envies exploratoires, c'était déjà pas mal. Et que si on le fait à peu près tous en même temps, ou même un petit peu en décalé, on arrivera en fait à vivre un peu plus dans le mieux. Et pour reprendre tes termes aussi, en fait, à prendre soin les uns des autres. Exactement. Donc merci. Exactement. Et je te dis à bientôt. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante
bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.